Bonjour et bienvenue à la deuxième partie des capsules sur les réactions d'oxydoréduction. Donc, dans la capsule, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? En fait, on va parler du degré d'oxydation d'un élément. On va voir c'est quoi, on va voir comment on peut le calculer, donc quelles sont les règles qui nous permettent de trouver les nombres d'oxydation. Et on va voir un peu aussi à quoi ça va nous servir de trouver ce degré-là d'oxydation. Donc, tout d'abord, c'est quoi le degré d'oxydation? Bien, en fait, c'est tout simplement la charge électrique de chacun de nos atomes dans une molécule. Si j'ai par exemple le NaCl, bien, vous savez que le NaCl, en fait, c'est la combinaison de Na+, et de Cl-. Donc, les degrés d'oxydation, dans ce cas-là, ce serait plus 1 pour le sodium, le Na, et moins 1 pour le chlorure. Donc, c'est quand même assez intéressant, mais ça devient plus compliqué, comme je vous avais dit dans l'autre capsule, si j'ai KNO3. Donc, comment je peux savoir c'est quoi les nombres d'oxydation de mon potassium ou de mon azote? Ça devient un peu plus compliqué, mais ça nous permet en fait de savoir qu'est-ce qui se produit avec les échanges d'électrons. Donc, ça va nous permettre, quand on va être capable de venir identifier nos degrés d'oxydation, de voir s'il y a eu gain ou s'il y a eu perte d'électrons et de pouvoir en fait savoir est-ce que ma substance que j'ai là, c'est un oxydant ou un réducteur. Donc, le degré d'oxydation, en fait, il va dépendre généralement, en fait, des électrons de valence. Donc, ça va dépendre, en fait, des électrons tout autour de la surface de mon atome, de mon élément. Et ça va dépendre aussi de l'électronégativité, donc des éléments qui sont autour. Donc, c'est-à-dire que si on est près d'un élément qui est plus électronégatif que celui-là qui nous intéresse, donc, par exemple, dans le cas du Na et du Cl, du chlorure, on a en fait le chlorure qui est très, très, très électronégatif. Donc, il va avoir tendance à attirer les électrons vers lui et il a tellement tendance à attirer les électrons qu'il en fait capte l'électron et le garde avec lui, ce qui donne en fait la charge de Na+, et de Cl-. Des fois, on va avoir en fait des atomes qui vont attirer les électrons, mais qui vont les attirer, mais pas suffisamment pour pouvoir dire qu'on les arrache. Donc, ça va donner, on va souvent exprimer ça avec un petit delta comme ça. Et par exemple, moins 2 ou moins 1 pour dire la charge. C'est dire que c'est une charge qui est partielle, qui est une charge en fait qui est tout simplement due au fait qu'en ce moment, il attire plus les électrons vers lui, mais il n'est pas capable de les attirer complètement pour les conserver. Et c'est un peu cette propriété-là des molécules, des atomes, pardon, qui va faire en sorte que dans une molécule, on va avoir plusieurs nombres d'oxydation, donc des charges différentes pour chacun de nos atomes. On va voir comment on peut venir trouver tout ça. Donc, les règles, très simples, les éléments simples ou diatomiques vont avoir toujours un degré d'oxydation de 0. Donc, quand vous voyez quelque chose comme le sodium, le chlore, le N2, quand c'est sous forme solide, gazeux, liquide par exemple, dès qu'on a un élément, le degré d'oxydation est de 0. Les molécules neutres aussi, les molécules quand elles sont complètes, donc même si c'est un sel qui se dissocie et qui donne en fait les ions, quand il est sous forme de sel, sous forme solide, dans le fond, son degré d'oxydation est 0. Et quand on a des ions monoatomiques ou polyatomiques, bien ça, c'est en fonction de la charge de l'ion. Donc, on se rappelle les tableaux et tout. Donc, ça, vous devriez le savoir. Il faut savoir que SO4, 2-, par exemple, va avoir la charge de 2-. Je vous conseille de regarder le document de révision qui va être disponible très bientôt, si ce n'est pas déjà fait, dans lequel il y a une place, une section pour vous aider à réviser en fait les ions polyatomiques. Donc, on vous a mis la liste des ions polyatomiques avec leur charge. Donc, ces ions-là, il va falloir les savoir parce qu'eux, ils vont avoir un degré d'oxydation qui va être spécifique à chaque fois. Donc, Ca va être généralement 2+ tout le temps parce que son ion donne toujours de Ca2+. Fluorure aussi, généralement, va être F- en solution aqueuse. Et NH4 va être plus, SO4 2-, NO3-, OH-. Tout ça, c'est les charges que vous devez connaître. Donc, c'est leur degré d'oxydation comme les charges, comme vous êtes déjà habitué.
Autre cas particulier, l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, lui, il va être généralement plus 1. Donc, C plus 1, sa charge générale. Donc, comme on est habitué avec les H+, avec H3+, donc quand on parlait d'un H3+, c'était d'un proton qui se déplaçait avec une charge de plus 1. Donc, l'hydrogène, généralement, va avoir une charge de plus 1. Fait que si je vous mets CH4, bien, la charge ici, c'est plus 1 et mon carbone va donc avoir une charge de moins 4 pour compenser les 4 charges de plus 1 que j'ai de mon hydrogène. Donc, j'ai 4 hydrogènes à plus 1, ça me fait 4 pour avoir une charge totale de 0 parce que nos molécules sont toujours neutres. Ça me prend une charge de moins 4 pour mon carbone. Et ensuite, son degré d'oxydation peut être 0 dans la molécule de H2. Donc là, quand c'est H2, c'est deux H ensemble qui sont reliés comme ça et on a un partage d'électrons qui se fait de façon équivalente. Donc, les électrons ne sont pas plus d'un côté, ils ne sont pas plus de l'autre, ce qui fait en sorte que la charge est neutre pour mes deux H. Donc, je vais réécrire mieux là. Donc, parce que les électrons sont partagés au milieu comme ça, ils ne sont pas plus d'un côté, pas plus de l'autre, parce que les deux sont attirés avec la même force, on a une charge de 0. Alors que dans un hydrure, donc quand on a NaH, LiH, c'est généralement ceux qu'on va voir, c'est quand même assez rare. Là, le H est moins. Donc, une charge de moins 1 et plus 1 pour le lithium. Même chose pour le sodium, plus 1 et hydrure, moins 1. Donc, ça, c'est généralement, dans ces cas-là, c'est rare que ça va arriver, mais il faut savoir que quand on a une hydrure, c'est H-. Donc, dans ce cas-là, c'est le sodium qui a plus tendance à venir attirer l'électron. Je veux dire, c'est l'hydrogène qui a plus tendance à attirer l'électron que le sodium. Donc, c'est pour ça qu'on obtient un H-. C'est assez rare, mais ça l'arrive. Un cas aussi assez intéressant de l'oxygène. L'oxygène, dans la plupart des cas, il va être moins 2. Donc, lui, c'est un cas assez certain, là. Généralement, quand vous ne savez pas trop quoi faire, puis qu'il y a un oxygène, considérez toujours que c'est moins 2. Et après ça, vous êtes capable de venir facilement isoler les autres. Donc, moins 2 dans la plupart des temps. Il va être moins 1 dans le cas du peroxyde. Donc, peroxyde parce que le H est plus 1. Donc, plus 1 pour le H, on a deux fois des charges plus 1, fait que ça nous fait plus 2. Et là, si j'ai O2, ben, je vais avoir des charges de moins 1. Donc, c'est rare, mais ça se produit dans les peroxydes. Donc, H2O2 va être le cas où le degré d'oxydation de l'oxygène va être de moins 1. Et il peut être aussi de 0, un peu le même principe que dans l'hydrogène. Donc, lorsqu'on a deux oxygènes ensemble, on partage les électrons de la même façon. Donc, les électrons ne sont pas plus vers un oxygène qu'un autre, ce qui fait en sorte que leur charge globale est de 0 pour avoir une charge totale de 0 pour notre molécule. Donc, moins 2 la plupart du temps, moins 1 dans le peroxyde et 0 lorsqu'il est sous forme de molécule d'oxygène ou d'ozone. Le fluor ou le chlore, etc., tout ça, c'est procédé qu'on peut retrouver, va être moins 1 dans la plupart des cas parce qu'il est dans l'avant-dernière famille. Donc, on passe les gaz à la droite. Là, vous avez les gaz nobles qui ont des degrés d'oxydation de 0 dans la plupart des cas quand ils sont neutres. Mais quand ils vont réagir selon certaines conditions, là, ils vont avoir des degrés d'oxydation différentes. Mais ça, c'est très rare et ça dépasse un peu le cadre du cours, là. Et on a la famille des halogénures, donc fluor, toujours moins 1, chlore, moins 1, iode, moins 1, brome, moins 1. Mais lorsqu'on le retrouve sous forme de Cl2, F2, I2, par exemple, bien là, le degré d'oxydation devient 0. Donc, on a un exemple ici, là, un peu comme on a fait tantôt là, quand on veut trouver tout ça. J'ai le NH3. Je sais que mon hydrogène a des charges de plus 1 et que j'en ai 3. Et qu'à la fin, je dois avoir une charge, parce que tout ça ensemble, ça donne une charge de 0. Donc, si je veux une charge de 0 en ayant une charge de plus 1 ici fois 3, mais je dois avoir moins 3 de l'autre côté pour compenser. La figure ici, là, qu'est-ce que ça nous indique? Bien, ça nous indique un peu qu'est-ce qui se produisait. Là. Je vous l'avais dit, là, le petit delta, là, le petit D bizarre, un peu comme ça. Là. Donc, ça nous dit en fait qu'on a une charge qui est temporaire un peu, qui est là. Donc, ce n'est pas vraiment une vraie charge, mais c'est une charge tout simplement parce que les électrons sont plus attirés. Donc, c'est les flèches là, en rouge, là, comme ça, là, qui sont plus attirées vers l'azote que vers les hydrogènes.
Donc, quand on a la liaison, donc oui, on a les électrons qui se partagent entre les deux, mais les électrons ont quand même plus tendance à aller vers l'azote. Donc, ce qui fait en sorte qu'autour de l'azote, on se retrouve avec une charge qui est de -3 parce que c'est comme si les électrons, même s'ils étaient partagés, passaient vraiment plus de temps autour de l'azote. Donc, au final, on a une charge partielle qu'on dit de -3 et chacun de nos hydrogènes a une charge de +1. Donc, c'est comme ça qu'on peut le calculer pour chacune de nos substances. Donc, il va falloir toujours revenir au final, quand on a une molécule, elle est neutre. On est capable, avec les tableaux qu'on a vus, de venir identifier certaines substances, venir identifier le degré d'oxydation. Puis pour le reste, on a juste à calculer et trouver c'est quoi nos degrés d'oxydation. Donc, on a un exemple ici qu'on a du MnO4- plus du Fe2+, qui nous donne du Fe3+, et du Mn2+. Donc, si ici, j'ai du MnO4-, donc ma charge totale est de -1, et là, j'ai mon oxygène que je sais qui est à 2-. J'en ai 4, donc 4 fois 2 moins, ça me donne -8. Et si au final, j'ai -8 et je vais avoir une charge totale de -1, il me faut +7 parce que +7, avec qu'on additionne une charge de 4 fois -2, ça va me donner -1. Donc, ça me donne le degré d'oxydation du manganèse. Donc, mon manganèse de +7. Et à la fin, je vois qu'il est à 2+ en produit. Donc, si je pars de +7 à +2, ça veut dire que j'ai un gain de 5 électrons. Et puisqu'on gagne des électrons, ben, c'est la réduction. Donc, la réduction, on se rappelle aussi, ça réduit le degré d'oxydation. Je vous avais parlé de la charge dans la capsule parce qu'on n'avait pas encore vu le degré d'oxydation. Mais quand le degré d'oxydation se réduit, donc devient plus bas, plus négatif, c'est la réduction. Donc, le Mn, dans ce cas-là, va être l'agent oxydant ou l'agent réducteur. Qu'est-ce qu'on se dit? On se rappelle, l'agent oxydant, il y a des dents, c'est lui qui fait, en fait, la réduction. Donc, c'est lui qui capte les électrons. Alors que notre fer, lui, il va avoir passé de 2+ à 3+. Donc, il va avoir, en fait, perdu un électron parce que son degré d'oxydation a augmenté. Donc, sa charge a augmenté et c'est la réaction d'oxydation. Donc, le fer va être, en fait, l'agent réducteur. Donc, c'est lui qui perd son électron. C'est lui qui permet la réduction du Mn du manganèse. Donc, c'est un exemple de comment on est capable de venir trouver, en fait, à l'aide des degrés d'oxydation, qui est mon réducteur, qui est mon oxydant. Donc, c'est à travers ça qu'on va faire. Donc, quand vous allez avoir des réactions que vous ne connaissez pas, toujours faire le bilan des degrés d'oxydation et regarder ceux qui changent et de voir comment ils ont changé et de dire si c'est la réaction de réduction ou la réaction d'oxydation. Donc, on a un exemple ici de comment on peut venir déterminer aussi le degré d'oxydation d'un élément spécifique dans une molécule. Donc, j'ai du HSO4-. Donc, HSO4-, ben, j'ai le bilan ici. Je sais que mon H, c'est +1. Mon S, je ne le connais pas encore, c'est lui que je veux trouver. Et mon oxygène, ben, j'ai 4 fois -2. Et à la fin, ça va me donner -1. Quand je sais que +1 plus mon soufre, -8 est égal à -1, j'isole tout ça et j'obtiens que mon soufre, à la fin, a un degré d'oxydation de +6. Donc, c'est comme ça que je sais que mon degré d'oxydation de mon soufre est de +6. La même chose avec le degré d'oxydation dans le NO2 pour mon azote. Donc, sachant que mon oxygène est -2 et que j'en ai 2 fois, ça me fait -4 et qu'à la fin, je dois avoir 0. Donc, N-4 égale 0, N égale 4. Donc, mon degré d'oxydation de mon azote est de 4. Maintenant, ça va nous servir aussi à venir balancer en fait nos deux demi-réactions. Donc, on n'en a pas parlé encore, mais nos deux réactions se produisent. Donc, on a à la fois un gain, à la fois un échange d'électrons, et à la fin, ça nous donne une réaction finale. Pour que la réaction soit exacte, soit correcte, il faut s'assurer que, en fait, deux choses balancent. La masse, donc le même nombre d'atomes de chaque côté, et la charge aussi. Donc, la charge doit rester la même. Donc, si j'ai une charge de +1 au total du côté de mes produits, je dois avoir une charge de +1 du côté de mes réactifs. +1, +1, +2, peu importe. Si je suis à 0, je dois avoir une charge totale de 0. Donc, je peux avoir des éléments d'un côté qui soient à -8 et +8 et que ça me donne 0. Ce n'est pas un problème, tant que les charges demeurent les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire attention à ces calculs-là. Donc là, si vous regardez ici, j'ai l'aluminium qui
s'oxyde pour donner Al3+, plus 3 électrons. Et j'ai mon Cu2+, qui se réduit, donc qui capte des électrons pour devenir Cu du cuivre normal à partir du cuivre 2+. Donc là, j'ai un échange de 3 électrons et de 2 électrons. Je vous rappelle qu'on doit échanger le même nombre d'électrons. Donc, les deux réactions comme ça ne fonctionnent pas parce que je ne peux pas te donner 3 électrons puis l'autre en capte 2. Qu'est-ce qui se passe avec mon électron supplémentaire? Il est où? Ça ne fonctionne pas. Donc, pour venir balancer tout ça, il va falloir en fait venir faire en sorte que le nombre d'électrons soit le même. Donc, on va multiplier la réaction d'oxydation par 2 et la réaction de réduction par 3 pour obtenir 2 aluminium est égal à 2 aluminium 3+, plus 6 électrons. Et 3 Cu2+, plus 6 électrons me donne 3 Cu. Et là, on peut faire le bilan. On voit que les électrons s'annulent. Et quand on additionne les deux réactions, on obtient la réaction à la fin de 2Al plus 3 Cu2+, qui me donne 2Al3+, plus 3 Cu. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de venir trouver, en fait, l'addition de notre réaction totale à partir de nos deux demi-réactions. Ça va devenir très, 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 très important quand on va parler des piles électriques. C'est d'ailleurs le sujet de la dernière capsule. On va voir qu'on a deux demi-réactions qui se font. Donc, une partie de notre pile qui donne des électrons, l'autre partie qui accepte les électrons. Et on va venir évaluer tout ça, venir calculer ça, venir voir même prédire le potentiel de notre pile. Et on va être capable d'analyser tout ça grâce aux connaissances qu'on a sur l'oxydoréduction. Donc, c'est un rendez-vous pour la prochaine capsule sur les piles électriques. Et je vous souhaite de bons exercices pour venir bien pratiquer, à venir trouver les degrés d'oxydation. Donc, bon travail, à la prochaine capsule.